nos prétendus ancêtres les Gaulois. Alors, je n'ai peut-être pas assez insisté la semaine dernière sur un fait très important, c'est que, j'en ai peut-être même pas parlé, c'est que les Gaulois étaient une civilisation, c'était pas du tout une civilisation de l'écrit, vous le savez. La science, la tradition, tout se transmettait verbalement, de bouche de druide et oreille de druide. Voilà. Et donc, à ce titre-là, nous n'avons les seuls écrits dont nous disposons concernant, on va dire, la civilisation celte, parce que ne perdons pas de vue que les Gaulois, c'est Jules César qui les appelle ainsi, c'est les Celtes qui habitent la Gaule, hein, voilà, en sachant que la Gaule, c'est une partie du territoire actuel de la France et aussi de la Belgique et de la Suisse. Donc, les seuls écrits dont nous disposons, ce sont ceux de Jules César et de quelques autres dont nous allons parler à l'occasion, notamment d'un grec qui s'appelait Posidonios. On trouve Posidonius, Posidonios, qui était un très grand savant, un philosophe, un mathématicien et un géographe. Alors à l'époque, tout ça ne faisait qu'un tout. Il était suffisamment compétent en mathématiques pour avoir le premier mesuré avec une précision assez importante la valeur du méridien terrestre. Ça, on en a les traces. Donc c'était vraiment quelqu'un d'extrêmement pointu du point de vue intellectuel, et il était passionné de géographie et aussi, sans le savoir sans doute, d'ethnologie. C'est-à-dire qu'il a voyagé, il a passé une grande partie de sa vie à voyager dans l'Empire romain, puisque à l'époque où il voyageait, c'était au 1er siècle avant Jésus-Christ. Un petit peu, il a visité la Gaule, la partie sud de la Gaule, il n'est pas allé au nord de la Loire, il a visité cette partie sud quelques années avant la conquête des Gaules par Jules César. Voilà. Et donc Posidonios a laissé beaucoup d'écrits, on va en voir un petit peu quelques-uns, qui nous renseignent pas mal sur les habitudes des Gaulois, la manière dont ils vivaient au quotidien, ce qu'ils mangeaient et leur manière de vivre en société. C'est très très intéressant, et puis ça fait partie, on n'a pas beaucoup de sources documentaires, on en a d'autres avec le poète latin Ausone. Ça doit vous rappeler quelque chose, parce qu'il y a en Grand Cru de Saint-Émilion un château Ausone, qui est d'ailleurs le château Ausone touche la bourgade de Saint-Émilion. C'est un grand cru de Saint-Émilion, et ce château Ausone s'appelle ainsi parce que l'on pense que le poète latin Ausone a habité sur place. On pense que, parce que c'est quand même une très vieille histoire, ça remonte au 1er siècle avant notre ère. Voilà, donc on peut dire beaucoup de choses par rapport à ça, voilà, sans craindre d'être démenti. Alors, donc j'étais resté sur le miel, et sur le fait que le miel était un produit extrêmement abondant à l'époque médiévale. Ça va rester vrai pendant très longtemps. Écoutez, grosso modo, ça va rester vrai jusqu'à l'ère de la chimie. Là, il y a une coïncidence. On a beau nous dire que les pesticides, les intrants chimiques ne sont pas nocifs pour les abeilles, on entend ça très souvent, surtout dans la bouche de ceux qui les fabriquent et qui les vendent, mais il y a une coïncidence quand même assez troublante, c'est que le miel, et notamment le miel sauvage, parce qu'à l'époque, on ne fait pas d'apiculture, ou très peu. Si les gens en font, c'est vraiment marginal. On récolte le miel sauvage dans les forêts, dans les taillis, voilà. Il y a des abeilles sauvages partout, et je vous l'ai dit la semaine dernière, pour récolter le miel, on prend pas de précautions, on souffre les abeilles, ce qui fait que on en tue la plupart. Celles qui ne sont pas mortes, elles vont chercher leur vie ailleurs. Mais en attendant, ce qui est sûr, c'est qu'on tue la reine de la colonie, et qu'à ce titre-là, la colonie, évidemment, est morte, bien sûr. Bon, et malgré ces pratiques qu'on peut juger quand même de façon assez négative, le miel ne fait pas défaut, il est extrêmement abondant, et c'est dans les faits la seule source de sucre dont on peut disposer. Cela va changer un tout petit peu avec les croisades. Et là, on va ramener de Palestine et surtout du delta du Nil, on va ramener un petit peu de canne à sucre. Mais à cette époque-là, donc 11e siècle, 12e, à cette époque-là, le sucre sera tellement rare, tellement cher, que ce sera un produit utilisé uniquement par les apothicaires, grain par grain, et qu'on lui prêtera des vertus médicinales, qu'évidemment il n'a pas. Mais il est tellement rare et cher que les apothicaires pensent que dans certaines potions, cela doit avoir des effets merveilleux. Voilà. Bon, on en reparlera du sucre, c'est un sujet très intéressant au fur et à mesure qu'on avancera dans l'histoire de la cuisine. En réalité, c'est un produit qui devient relativement accessible
sans être banal, ça reste un produit de luxe mais accessible. À l'époque, à la Renaissance, c'est-à-dire une fois que le commerce maritime avec les Antilles est bien mis en place, et c'est comme par hasard l'époque où l'on commence à publier des traités de confiture. Le grand Nostradamus, Michel de Notre-Dame, va publier, il est très connu à son époque, pas tant pour les prophéties qu'il fait, mais il est connu pour un traité, l'art de fabriquer des confitures. Et par confiture, il faut comprendre ce que nous mangeons sur nos tartines, mais aussi les fruits confits, de toutes sortes. Et ça, c'est à la fin du XVe siècle. Voilà. Donc, jusque-là, s'il n'y a pas de miel, il n'y a pas de sucre. Alors, les Celtes, les Gaulois, sont de très grands amateurs de poissons et de coquillages. Alors évidemment, les coquillages, donc d'après Posidonios, donc, ce sont de grands amateurs de poissons de mer comme d'eau douce. Et en cette époque, eh bien, le poisson de mer fait l'objet d'une pêche importante, puisque la technique de la salaison et du fumage est parfaitement au point. Dès l'époque gauloise, le fumage, c'est pratiquement un accident, on va dire. On a remarqué que quand on suspend des poissons fumés à proximité d'une source de combustion de bois, eh bien la conservation s'en trouve améliorée. À cette époque-là, en aucun cas on ne fait fumer les produits dans le but de les rendre plus gastronomiques. Comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les produits fumés, nous les consommons non pas parce que ça aide à les conserver, en aucune manière, mais nous les consommons parce que nous aimons ça. Voilà, tout simplement. C'est de la pure gastronomie. À l'époque, le fumage est évidemment un moyen de conserver les aliments mieux et plus longtemps. Mais on ne fait fumer que des produits qui ont déjà été salés, bien sûr, sinon ça ne sert à rien. Voilà. Par fumage, vous entendrez souvent le mot de boucanage également. Hein. On fait boucaner les produits, boucaner veut dire fumer, c'est un synonyme. À l'époque médiévale. Voilà. Donc, la consommation de poissons est importante. Alors comment on le sait ? Eh bien, avec les poubelles. Avec les tas de déchets, tout simplement. Vous savez, les archéologues, ils adorent fouiller les poubelles. Dès qu'ils trouvent une poubelle, ils sautent de joie. Et alors ils se mettent là-dedans, et on arrive à avoir des informations aujourd'hui étonnantes. Vous avez sûrement, comme moi, vu des documentaires, des émissions scientifiques à la télévision, dans lesquelles on montre le nombre inouï d'informations qu'on arrive à tirer d'un tas de déchets. Alors vous avez un métier émergent qui est le métier du palynologue. Que fait le palynologue ? Eh bien, il étudie les pollens. Et en étudiant les pollens, soit dans des excréments, soit dans des tas de déchets, il va vous dire exactement ce qu'il y avait comme végétaux à l'époque, lesquels on mangeait, etc., etc. C'est inimaginable. Bon, les archéologues donc, en s'intéressant aux poubelles médiévales et aux poubelles des Gaulois, et Dieu sait qu'à Bibracte ils en ont trouvé, on se rend compte que même à Bibracte, qui est très loin de la mer, puisqu'on est du côté d'Autun, en Bourgogne, par contre, il y a beaucoup de rivières qui devaient être très poissonneuses, et là, on se rend compte que les Gaulois consommaient énormément de poissons de rivière. Énormément. Voilà. Alors, c'est vrai que vous me direz, on ne parle pas vraiment de cuisine pour l'instant, mais non, on ne parle pas de cuisine. Comment parlerait-on de cuisine ? On n'a pas de recette, on n'a rien, on n'a pas d'écrit. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est une sorte d'enquête en disant, voilà, de quoi disposait-il ? Que cultivait-il ? Que chassait-il ? Et puis, qu'avait-il dans leur poubelle ? Et à partir de là, on arrivera déjà à savoir à peu près ce qu'il mangeait. La deuxième étape, ça serait de savoir comment il le préparait. Alors, on a quand même quelques petites idées là-dessus, mais encore une fois, il s'agit de déduction. Il ne s'agit pas de faits historiques provenant de documents. Voilà, donc un mot sur le poète bordelais. Alors Bordelais, c'est un romain, hein, c'est un latin, mais qui s'est installé à Saint-Émilion, à côté de Saint-Émilion. Il y a vécu une grande partie de sa vie, et d'ailleurs, une remarque à cette époque, il n'a pas du tout cultivé la vigne, hein, parce que la vigne dans le Bordelais, elle va venir nettement plus tard, pas avant le IIe siècle après Jésus-Christ. Donc il ne cultive pas la vigne, mais il s'est mis là parce qu'il y est bien. Voilà. Et les huîtres, eh bien les huîtres voyagent, particulièrement en saison froide. Hein, on les amène notamment peut-être d'Arcachon ou d'ailleurs, je ne sais pas. À l'époque, les huîtres sont essentiellement sauvages. On n'a pas la preuve absolue qu'elles étaient cultivées, qu'elles étaient élevées. On n'en est pas sûr du tout. Ça a été dit, mais enfin bon, à ma connaissance, ça n'a pas été prouvé en tout cas. Voilà. Parce que quand on trouve des quantités de coquilles d'huîtres dans des gisements archéologiques à proximité des zones où elles sont, où aujourd'hui on les produit, ça ne prouve pas qu'à l'époque on les produisait. Ça prouve qu'il devait y en avoir beaucoup et qu'on aimait les manger. Voilà. Donc
salaison et fumage. À ce propos, il y aurait des choses très intéressantes à dire sur le commerce du sel à cette époque-là. Bon, mais on ne peut pas parler de tout. Alors, un mot maintenant sur les boissons fermentées. Alors, les boissons fermentées, je vais m'attarder un peu dessus parce que à cette époque-là, comme aujourd'hui, comme probablement depuis bien longtemps avant, l'être humain a une vraie passion pour l'alcool. Voilà. Bon, quand on boit l'apéritif, c'est pas parce que nous sommes, c'est pas une nouveauté. Hein, je veux dire, on a toujours depuis. Alors donc, que boivent-ils? Eh ben, ils boivent de la cervoise. Alors, la cervoise, c'est pas vraiment de la bière. C'est pas vraiment de la bière parce qu'il n'y a jamais le houblon dedans. Jamais. Le houblon va venir beaucoup plus tard pour donner un peu d'amertume. Et cette cervoise, elle est faite avec quoi? Eh ben, elle est faite avec de l'orge, pas forcément malté, dans certains endroits avec du blé, pas forcément grillé. Autrement dit, la recette actuelle de la bière, vous savez qu'aujourd'hui, on utilise de l'orge que l'on fait germer dans un premier temps. Ensuite, on la fait sécher. Quand elle est sèche, on la fait torréfier. Quand elle est torréfiée, on la broie en une farine très fine et on fait cuire cela pendant plusieurs heures avec une eau la plus pure possible dans des grandes cornues. Alors jusque-là, me direz-vous, c'est exactement ce qu'on fait pour fabriquer du whisky. Bien. Et puis, on met ça à fermenter. La fermentation alcoolique se produit. Ensuite, on provoque une deuxième fermentation carbonique pour obtenir le pétillant et la mousse. Mais la cervoise, elle ne pétille pas. Elle ne pétille pas. Donc, on est assez loin de la bière telle que nous la concevons aujourd'hui. Pas d'amertume, pas de gaz carbonique dedans, ou alors vraiment par accident, parce qu'il y a eu un deuxième départ de fermentation, ce qui est toujours possible, si vous voulez, dans certaines conditions de conservation, mais ça ne ressemble, c'est pas de la bière. Voilà. Cela dit, c'est l'ancêtre de la bière. Il faut le voir comme ça. Voilà. Alors l'hydromel, que nous buvons encore aujourd'hui, si vous étiez apiculteur et adhérent du syndicat, vous iriez en réunion 2 fois par an à Castelvieille, et là vous boiriez à la fin de la réunion le verre d'hydromel de l'amitié. Voilà. Parce que les apiculteurs sont des gens qui ont beaucoup d'amitié, c'est connu. Voilà, dans l'hydromel, que l'on fait comment? Tout simplement en mélangeant du miel avec de l'eau et en le faisant partir en fermentation. Alors, moi j'ai essayé, ça a donné un résultat assez, assez bizarre, parce qu'en réalité, les ferments doivent être sélectionnés pour obtenir, si vous voulez, une fermentation alcoolique bien contrôlée. Il y avait un fabricant d'hydromel, Monsieur Métro, à Vic, faisait du très bon hydromel. J'ai entendu dire qu'il avait arrêté sa fabrication. Je ne sais pas si quelqu'un reprendra, parce qu'il faisait un hydromel de très belle qualité. Voilà. Bien, alors le vin. Le vin, lui, bien sûr, il est très apprécié des Gaulois, et depuis longtemps. Vous savez que les Gaulois, entre les Gaulois et les Romains, c'est une histoire non pas d'amour, mais une histoire, on pourrait presque dire, de compétition très importante. Rappelez-vous du fameux Brennus, qui a bien failli conquérir Rome dans sa totalité en 340 et quelques avant Jésus-Christ. Et c'est les oies du Capitole qui ont sauvé la mise en donnant l'alerte, paraît-il. Il a fallu payer aux tribus de Brennus un tribut extrêmement important pour qu'ils acceptent de retourner chez eux. Donc les Romains avaient chaud aux plumes. Ils ne l'ont pas oublié. Hein. Ils l'ont pas oublié. Et les Gaulois, donc, c'était quand même des voisins assez... voilà. Et donc les Gaulois, le commerce entre l'Italie et la Gaule était prospère et florissant. Et venant de Gaule, qu'est-ce qui descendait de Gaule? Eh bien, de l'étain, des minerais essentiellement, dont les Romains étaient assez dépourvus. Et par contre, ils exportaient du vin. Ils exportaient du vin en très très grande quantité. Alors ça, on le sait. Vous avez peut-être vu qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années, on a trouvé à Arles, des archéologues ont trouvé dans le Rhône de très belles statues. Mais pas que ça, ils ont trouvé également des bateaux qui avaient fait naufrage et qui étaient pleins d'amphores. Il y avait des quantités. On retrouve dans les sites archéologiques des fois, je ne vais pas dire des mètres de haut, mais des couches d'amphores broyées extrêmement importantes. Pourquoi? Parce que l'amphore n'était pas consigné. On la remplissait d'huile, de vin, et
une fois arrivé sur le lieu du commerce, de la vente, les gens en étaient un peu encombrés, donc il cassait cela en petits bouts, il s'en servait pour faire des soubassements dans les bâtiments, sur les chemins, etc. Ça servait de matériau de construction en quelque sorte. Et on en trouve énormément. Donc il y avait un commerce de vin très important en volume sur la Gaule. Mais le vin était un produit très cher. Alors, c'est important, si vous voulez, ces deux paramètres. Un commerce important, certes, parce que ce qui prouve qu'on aimait beaucoup le vin, et en même temps, un produit très coûteux. Très coûteux, donc pas à la portée de la plupart des gens. Et même pour ceux qui pouvaient s'en payer, sans doute pas dans des quantités extrêmement importantes non plus. Ça reste un produit de luxe, un produit d'import. Et c'est après la conquête par les Romains, parce que le savoir-faire viticole, c'est les Romains qui l'ont. Ils l'ont eux-mêmes hérité des Grecs, qui eux-mêmes l'ont amené d'Asie mineure, mais notamment les confins actuels de la Syrie, de la Turquie. Là, on retrouve des traces très très anciennes de culture de la vigne. Voilà. Et donc les Romains possèdent le savoir pour cultiver la vigne et faire le vin. Ils vont donc, une fois qu'ils vont être installés en Gaule, eh bien, le climat s'y prête, et je vais vous projeter une diapositive sur cette culture de la vigne qui va aller en se développant. Alors, on va y revenir un petit peu plus tard. La question des sangliers. Est-ce que les Gaulois mangeaient du sanglier comme le prétendent Uderzo et Goscinny? Ben non. Non, ils n'en mangeaient pas. Ils en mangeaient très peu. Pour des tas de raisons. La première raison, c'est que le sanglier n'est pas facile à chasser, du tout. C'est un animal qui court vite, qui est très puissant, qui ne se laisse pas faire, qui est malin. Et donc, chasser le sanglier, ce n'est pas du tout une sinécure. Donc, il ne mangeait pas beaucoup. Enfin, Obélix, il est vrai, a des moyens physiques très importants, mais bon, les Gaulois... Non. Et puis, en plus de ça, le sanglier faisait très probablement partie des animaux sacrés. Donc la chasse et la consommation du sanglier devaient avoir très probablement un caractère religieux. Encore que là, il est difficile de se prononcer là-dessus, parce qu'on connaît mal la religion des Gaulois. On la connaît très mal. On la connaît par les descriptions qui nous ont été faites par les auteurs latins, ce qui ne vaut pas grand-chose. Parce qu'ils étaient d'une partialité très importante. Voilà, donc les Gaulois ne mangeaient pas beaucoup de sanglier, par contre, ils mangeaient énormément de porc. Alors les porcs étaient élevés en liberté, on va reparler de ça, et ils mangeaient beaucoup de porc à l'état frais, et aussi à l'état de salaison ou de charcuterie. Bon, la salaison, c'est tout ce qui est viande crue que l'on a salé et éventuellement fumé. La charcuterie, c'est tout ce qui a été cuisiné, donc a subi l'action de la chaleur, à partir de viande et de gras, de maigre et de gras, de viande fraîche. Voilà. Bon, un mot maintenant sur leurs habitudes alimentaires. Alors, on sait que leur nourriture était abondante et riche. La Gaule, c'est un véritable jardin d'Éden. Tout y pousse. En raison de la richesse du sol, du climat et aussi du savoir-faire agricole des Gaulois, probablement, tout y pousse. Leur cuisine, alors, tout à l'heure je vous disais qu'on peut tirer des conclusions, oui. Ils ont du poisson, ils élèvent des porcs, sans doute également des volailles, et ils mangeaient des chiens, je ne vous l'ai pas dit. On mangeait le chien couramment en Gaule. Alors quand nos ancêtres, les Gaulois, entre guillemets, mangeaient du chien. Nous, les chiens, on ne les mange pas. Et nous sommes un petit peu, choqués par le fait qu'en Chine, on mange du chien. Si vous allez sur les marchés en Chine, vous verrez des chiens accrochés au croc des bouchers un peu partout. Voilà, des chiens d'ailleurs qu'on élève pour ça, ils ont tous à peu près la même taille, hein, voilà, comme les serpents du reste qui sont élevés pour ça. Voilà, bon. Et les crapauds aussi, voilà. Bon. Et d'ailleurs, le chien, je n'ai pas goûté, mais je peux vous dire que le crapaud c'est très bon et que le serpent c'est délicieux. Voilà, ça c'est sûr. Si vous franchissez votre première, répulsion éventuellement, vous vous rendrez compte que c'est vraiment très très bon. Voilà. Les reptiles sont très très bons à manger, très bons. Mais dans notre culture, on ne les mange pas. Voilà, on en a peur. Bien souvent, ça nous dégoûte, mais nous ne les mangeons pas. Voilà. Donc là encore, fait culturel.
Voilà. Bien. Alors, cette situation qui est un petit peu poétique, hein, c'est un poète, Ozon, donc c'est poétique. Voilà. Il décrit un banquet gaulois, alors une longue succession de plats, d'où l'on peut supposer que la cuisine était riche, s'il y a une longue succession de plats. Si on ne savait en faire qu'un ou deux, parce que nous on dit qu'ils savaient faire rôtir, probablement griller, et également ils avaient de très beaux chaudrons. Dans tous les habitats que l'on a pu reconstituer, on trouve des foyers, donc ils faisaient de la cuisine. Ils avaient des légumes, ils avaient des fruits, du gibier, des céréales. Donc ils devaient probablement avoir tout sous la main pour faire de la bonne cuisine. Très probablement. On sait qu'ils utilisaient du cumin, ils importaient du cumin en pagaille. Si on importe du cumin, c'est qu'on a envie de parfumer la cuisine. Le cumin, c'est pas... voilà. Bon. Donc on a toutes les raisons de penser que leur cuisine était riche et diversifiée. Longue succession de plats, les oiseaux et le bétail en tout genre. Bétail en tout genre, ben, ça veut dire qu'on devait manger des chèvres, on devait manger des moutons, des agneaux, probablement. On devait aussi manger peut-être même des bovins, peut-être, hein, je ne sais pas. On sait qu'ils élevaient les bovins pour le lait, on le sait. Bon. Des chèvres également, la chèvre errante, autrement dit la chèvre sauvage que l'on a chassée. Alors tout ça ne manque pas. Ni le mouton, le chevreau, les hôtes des eaux, poissons, les daims et les cerfs timides, donc le gibier, est présent sur la table des Gaulois. Sous les regards et entre les mains passent les fruits succulents. Alors en termes de fruits, il y avait des cerises, on le sait, des poires et des pommes. Ça c'est clair. Les pêches arrivent beaucoup plus tard. Elles viennent d'Asie mineure, elles arrivent beaucoup plus tard. La pêche devient assez courante à partir du XIVe siècle, pas avant. Et l'abricot en même temps que la pêche, hein, parce que ce sont des végétaux très voisins et qui poussent dans des climats comparables. Alors, quand l'affaire est chassée, on pose de grands cratères et on verse le vin. Voilà. Alors, ensuite, c'est un peu difficile à interpréter, je dirais aussi nos aliments que nous tenons d'une vieille habitude, le sel marin. Alors, que vient faire le sel là-dedans ? Je ne peux pas vous dire. Moi, je vous le donne comme je l'ai trouvé, cette citation. Puis ce fut le fromage, et avec la fleur de froment, le gruau. Alors, comprenons bien qu'il parle du pain, là. Hein. Il parle du pain blanc. Parce que quand on parle de fleur de froment, clairement, c'est qu'on a du blé, pas du blé, probablement de l'épeautre, qui est le blé ancien de cette époque-là. On a du blé que l'on a broyé et finement tamisé pour obtenir une farine blanche. Qu'à l'épaule, on appelle le gruau. J'ouvre une parenthèse, les pâtissiers aujourd'hui, quand un pâtissier vous dit « je fais la brioche avec du gruau », brioche on connaît, mais gruau c'est quoi ce charabia ? Eh bien le gruau pour un pâtissier aujourd'hui c'est la T45. Autrement dit la farine la plus tamisée que l'on trouve sur le marché. Parce que vous savez que les farines sont numérotées de T45 à T150. T150 c'est la farine complète, intégrale, elle a très peu été blutée, tamisée. Et ensuite vous avez la 110, la 80, la 65, la 55 et la 45. Plus vous descendez, c'est relatif au taux de cendre, qui est d'autant plus bas quand on a fait la combustion complète du produit. Les cendres résiduelles sont d'autant moins importantes que le produit a été plus tamisé. Voilà. Donc il parle de gruau, voilà un mot donc qui est très ancien, et il parle du cumin, voilà, et du poivre. Donc les Gaulois aiment le poivre. Ce qui veut dire que le poivre il vient d'où ? Il vient du commerce avec Rome, bien évidemment, avec l'Italie. Le poivre vient de là, très probablement. Alors, ensuite, les lentilles sont qualifiées de graines de péluse. Les légumineuses sont très appréciées à l'époque. Légumineuses comprenaient les lentilles, essentiellement, les fèves, pas les haricots, puisque les haricots, vous le savez, ils n'arriveront en Europe qu'au début du XVIe siècle avec la tomate et la pomme de terre. Tout ça vient du continent américain. Voilà. Et ce que l'on se plaît à manger et à boire, le produit de l'actif travail des abeilles, le miel. C'est-à-dire que on mange le miel et on boit l'hydromel. Une remarque, on termine par des préparations sucrées. C'est intéressant aussi. Ce qui veut dire que notre habitude de terminer par le dessert, elle est très ancienne. Les Gaulois la pratiquent, les Romains la pratiquaient, les Grecs la pratiquaient. Et si vous voyagez en Extrême-Orient, vous vous rendrez compte qu'en Extrême-Orient, dans un restaurant thaïlandais, vietnamien ou chinois, un vrai, là où vont les gens du pays, la notion de dessert n'existe pas. On va servir du dessert à Pékin au Novotel, au Marriott, dans les grands hôtels où sont les touristes étrangers. Là, vous aurez une proposition de dessert. En général, c'est assez lamentable, mais enfin, ils savent que nous aimons terminer par des douceurs, des saveurs sucrées. Pour un Chinois, manger sucré à la fin,
c'est se condamner à mal digérer. Ah, ils vous le disent carrément. S'ils servent des produits sucrés, ils seront souvent en mélange ou en association avec des produits salés et souvent acides. Et ils vous expliqueront que pour bien digérer, eh bien, il faut éviter de manger du sucre à la fin du repas. Il faut également éviter de commencer par des aliments liquides. Autrement dit, on a tout faux. Et le potage, chez eux, est servi à la fin. Je vous parle des restaurants chinois où mangent les Chinois. Je ne parle pas des restaurants chinois où viennent manger les Européens. Là, c'est complètement différent. Le restaurateur a évidemment à cœur de donner au client ce qu'il a envie de manger, bien sûr. Chinois comme les autres. Mais en Chine, c'est comme ça. Et je vais, avant de fermer la parenthèse, j'ai eu l'occasion d'aller travailler 2 fois en Chine avec l'école hôtelière, où on avait un partenariat, donc 2 fois, 3 semaines. C'est une expérience limitée, mais enfin, on était avec les Chinois, c'était intéressant. On vivait avec eux, et on allait manger dans des restaurants où les Européens ne mettaient jamais les pieds. J'étais très inquiet la première fois où j'y suis allé, parce que je suis assez fragile du côté digestif, et bon, reliquat d'un métier où on mange n'importe quoi, n'importe quelle heure et n'importe quand, et trop vite en général, je suis assez fragile, et j'étais un peu inquiet, donc j'avais amené de quoi me soigner si jamais ça allait mal, aussi bien en haut qu'en bas, vous voyez ce que je veux dire? Non, je n'ai jamais de ma vie, je ne me suis jamais aussi bien porté que pendant ces séjours en Chine. Ce qui tendrait à prouver que leur manière de manger n'est pas si mauvaise que ça. Et pourtant, au début, c'est une anarchie inimaginable. Pour nous. Sur ce plateau rond qui est au milieu de la table et qui tourne, vous voyez tomber, littéralement, des petits bols en pagaille. Alors au début, vous voyez arriver le premier, vous dites, bon, ben, on va pas avoir une indigestion, parce qu'on est 10 ou 12 autour, et puis ça déboule, il y a de tout. Et puis les gens font tourner, on prend avec des baguettes. Alors avec des baguettes, on ne prend pas beaucoup à la fois, on ne mange pas beaucoup à la fois, donc on ne mange pas vite déjà, même quand on sait s'en servir, ce qui n'était pas mon cas. Et donc, vous avez l'impression que c'est une anarchie inimaginable. Il n'en est rien. Il n'en est rien. Tout correspond, tout est très codifié, en fait. Et au total, eh ben, on n'a pas faim en sortant, ni même plusieurs heures après, et on digère bien. Alors même que l'hygiène des restaurants chinois du cru, pour nos yeux d'occidentaux, c'est quelque chose d'assez, quel terme, inquiétant, on va dire, inquiétant. Voilà, inquiétant. On peut dire des telles choses des Chinois, mais dire que ce sont des gens qui ont la même conception de l'hygiène que nous, ça serait pas vrai. Voilà, je ferme la parenthèse, excusez-moi. Alors, ce fameux Posidonios d'Apamée, Apamée, on dit aussi Posidonios de Rhodes, parce qu'il est né à Apamée, mais en réalité il a enseigné pendant longtemps à Rhodes, où il avait fondé d'ailleurs une école de rhétorique. Il enseignait là, voilà. Donc là c'est un condensé, hein, que j'ai fait un texte un peu long, que j'ai récupéré, que j'ai condensé. Alors voici les repas des Celtes. On étend du foin. Alors pourquoi on étend du foin par terre? Il ne nous le dit pas. Et l'on sert sur des tables de bois peu élevées au-dessus du sol. Alors sans doute pour que le sol soit plus confortable, mais apparemment il n'y a pas de chaise, on s'assied par terre et les tables sont des tables basses. Voilà. Pour nourriture, des pains en petit nombre, et beaucoup de viande cuite dans l'eau et rôtie sur des charbons ou à la broche. Donc beaucoup de viande. Alors cette affaire des gros consommateurs de viande que sont les Celtes, on va avoir l'occasion d'y revenir, hein, vous allez voir. Il y en a chez les riverains des fleuves et de mers. Alors, quand il parle de la mer intérieure, il s'agit évidemment de la Méditerranée, bien sûr. Hein. Et la mer extérieure, c'est l'Atlantique qu'il va voir, puisque lui, il va aller jusque dans le Bordelais, donc il va aller jusqu'au rivage du Médoc. Le poisson est grillé avec du sel, du poivre et du cumin. On en revient encore au cumin, qui apparemment était une saveur très très appréciée des Gaulois. On met aussi du cumin dans la boisson. L'huile n'est pas un usage, elle est rare, et faute d'habitude, on la trouve désagréable. Donc pas d'huile. Mais quelque part, ça se comprend. Pas d'huile. On a la graisse du porc. On élève des porcs à profusion, donc on a de la graisse. On a également des oies et des canards gras. Parce que, toujours Jules César fait mention dans ses écrits, il dit que les Gaulois sont un peuple féroce, cruel, et comme exemple de cette cruauté, il dit qu'ils n'hésitent pas à forcer les canards et les oies à manger jusqu'au point où ils ne peuvent plus marcher.
Donc le gavage des oies, et accessoirement des canards, autrement dit les palmipèdes, ça remonte bel et bien à l'époque des Gaulois. Et on peut supposer que l'art de confire la viande remonte également à cette époque-là, très probablement. Parce qu'à quoi bon forcer des animaux pour leur faire beaucoup de graisse si ensuite cette graisse n'est pas utilisée? À quoi bon? Bon, quant au foie gras, ils le consommaient et ils en exportaient même à Rome. Et les Romains, tout en considérant que les Gaulois étaient très cruels de gaver les oies et les canards, étaient de grands amateurs de foie gras. Ceci n'empêche sans doute pas cela. Voilà. Donc pas d'huile. Ça changera quand, parce que ça, attention, ce texte-là, c'est quand même le milieu du 1er siècle, avant notre ère. Donc après la conquête, quand il va y avoir, quand la présence romaine va s'étendre dans la Gaule, la culture de l'olivier va se développer, et bien évidemment, le commerce de l'huile va se développer lui aussi, bien sûr. On va y revenir là-dessus. Quand les convives sont nombreux, ils s'asseyent en cercle, et la place du milieu est celle du... distingue entre tous par son habileté à la guerre, sa naissance ou ses richesses. Voilà. Près de lui s'assied celui qui reçoit, et successivement de chaque côté tous les autres. Cette habitude des préséances à table, je suis désolé, mais on l'a conservée. On l'a conservée. Je vous l'ai peut-être déjà dit, parce que j'aime beaucoup cette anecdote, mais quand je travaillais à l'école hôtelière à Dijon, et quand on recevait des gens très haut placés, le recteur, des fois même le ministre, le préfet, on n'a jamais eu le président de la République, mais bon, on avait tout le gratin. Et je me revois encore les maîtres d'hôtel qui sautaient comme des puces, parce qu'avec la préséance et le plan de table qui changeait 4 fois dans la matinée, parce qu'on ne savait pas qu'il fallait mettre à côté de monsieur le préfet, c'était vraiment une angoisse abominable. Donc je veux dire que cette question de la préséance à table, qui préoccupait les Gaulois, ne rions pas. Elle continue à nous préoccuper nous aussi. Je vous parlerai de duels au XVIIe siècle, de duels à mort, parce qu'on estimait qu'on avait été mal placé à table. Et on se battait à l'épée, on allait jusqu'à s'entretuer pour ça. Donc c'est important, n'est-ce pas? Pas pour vous et moi j'imagine, mais c'est important. Voilà. Donc ceux qui servent, il y a des serviteurs, font circuler la boisson dans des vases qui ressemblent à nos ambiques et sont de terre ou d'argent. Les plats sur lesquels se placent les mets sont du même genre. Quelques-uns sont en cuivre, chez d'autres sont des corbeilles en bois ou en osier tressé. Autrement dit, une grande variété, une grande diversité entre l'osier tressé et l'argent. On n'a pas du tout affaire, me semble-t-il, au même contexte de réception. Alors, ce qu'on boit chez les riches, c'est du vin, apporté d'Italie ou du pays des Massaliettes, où effectivement on cultive sans doute la vigne déjà depuis un moment, puisque la Provincia est romaine depuis un petit moment, déjà à cette époque-là. Provincia qui est devenue la Provence. Chez ceux qui sont un peu moins à l'aise, c'est de la bière et du froment, préparé avec du miel. Chez le peuple, de la bière toute simple. Voilà, un texte intéressant. Et ce Posidonios, il va faire des descriptions très intéressantes de la vie quotidienne des Gaulois, mais il faut quand même dire qu'il n'a pas beaucoup d'estime pour eux. Pas beaucoup. Et que dans beaucoup de ces textes, on se rend compte qu'il les considère vraiment comme des sauvages. Mais il nous a laissé des traces, et ça c'est intéressant. Alors, la diversité de leur alimentation, je vous en ai dit un mot déjà. Les animaux chassés, mangés, alors ça c'est intéressant parce que j'ai trouvé ça dans une revue d'archéologie. Dans les poubelles, quand on dépiote tout ça, on se rend compte que les animaux chassés et consommés représentent 1/100 de la viande. 1/100. C'est presque l'équivalent d'aujourd'hui. Je parle dans la restauration. Parce que dans les familles, on mange peu de gibier, sauf quand il y a un chasseur dans la famille, évidemment. Là, on mange du gibier. Mais si vous n'avez pas un chasseur dans la famille ou dans les amis, vous mangez très peu de gibier. Par contre, au restaurant, on sert encore du gibier assez fréquemment, particulièrement dans des régions comme l'Alsace, où il y a une tradition de consommation du gibier qui est importante. Poissons, crustacés, coquillages, les céréales, bon, on ne va pas se répéter, les légumineuses, fèves, pois cassés et lentilles. Alors les pois cassés, c'est tout simplement des petits pois.
Rien d'autre. Ce sont des pois qu'on a laissé grossir énormément, que l'on récolte quand ils sont arrivés au maximum de leur grossissement, et puis on les fait sécher, et en séchant, ils s'ouvrent en deux. On leur donne le pot cassé. C'est un légume extrêmement intéressant du point de vue à la fois gastronomique et du point de vue alimentaire, parce qu'il apporte énormément de protéines. Énormément. Et des protéines de bonne qualité. Les légumes, herbes et feuilles, panais, raves et asperges. Enfin, les fruits de saison, fruits sauvages comme les framboises, les mûres, pommes, poires, baies de sureau et de genévrier, noisettes et châtaignes. Je reviendrai dans un moment assez en détail sur cet approvisionnement de fruits sauvages et de façon générale de produits sauvages. Les techniques de cuisson, alors là je vous ai représenté le très fameux chaudron de Gundestrup. Alors pourquoi Gundestrup? Parce qu'il a été trouvé au Danemark. Il a été trouvé dans un gisement archéologique danois. Et curieusement, il n'est absolument pas de fabrication scandinave. Les archéologues pensent que ce chaudron, qui est très beau, alors on n'a pas la taille, il est très grand, hein, il mesure un diamètre d'environ 80 cm, 80-90 cm. Donc c'est une très belle pièce. Et la manière dont il a été construit, chaudronné, non pas sculpté mais martelé, puisque là il s'agit d'une technique qui consiste à graver dans le bois en négatif des éléments décoratifs, et ensuite on pose les plaques de métal et on martèle pour leur faire prendre, on martèle à froid pour leur faire prendre la forme. Et ensuite il y a eu un assemblage par soudure. Par soudure, ni plus ni moins. Donc, les talents de chaudronnerie de ces gens-là étaient importants. Et cet objet-là vient très probablement du pays des Rhètes, autrement dit du Tyrol actuel, qui étaient des Celtes également, et les archéologues pensent qu'il vient de là. Alors, comment a-t-il atterri au Danemark? Voilà, une prise de guerre, butin, je ne saurais vous dire. Voilà. Mais en attendant, c'est un objet qu'on ne va pas qualifier de gaulois, on va le qualifier de celte. Donc, le rôtissage des produits, la cuisson sur la braise évidemment, mais aussi la cuisine du pot. Cette cuisine du pot, ce qu'on cuit dans la marmite, va être la nourriture quotidienne des gens de la terre pendant 20-25 siècles. Ce n'est plus vrai aujourd'hui, mais c'était encore vrai, je dirais, il y a environ 50-60 ans. Moi, je me souviens d'avoir visité des fermes dans les Hautes-Pyrénées, du côté de Galland et de Bure, où le sol était encore en terre battue, dans la salle commune, où l'on vivait, on dormait et on mangeait. La cuisine se faisait encore dans la cheminée, je vous assure l'avoir vue, et elle se faisait dans un chaudron qui était lui-même suspendu à une crémaillère sur le foyer. Et ça, j'avais moins de 20 ans. Donc il y a une cinquantaine d'années. Voyez-vous? Et donc, cette cuisine du pot, d'où vient beaucoup de vocabulaire, quand on mange du potage. On mange du potage. Bien. Ou de la soupe. Vous êtes-vous déjà interrogé sur la différence entre ces deux mots et leur origine? Potage et soupe. Et le potage et notre jardin potager. Pourquoi notre jardin est-il potager? Bien, il est potager parce qu'il nous fournit les légumes qui vont nous permettre de faire le potage. Et le potage, pourquoi le potage? Parce qu'il est fait dans un pot. Le potage, c'est ce qu'on cuit dans un pot. L'expression « nous avons eu un sandwich pour tout potage », c'est du vieux français. Mais avoir un petit quelque chose à manger pour tout potage, ça veut dire en guise de repas. Quand le cuisinier de la Var décrit le repas qu'il va faire, Maître Jacques décrit le repas à la demande d'Harpagon, il dit eh bien d'abord je ferai 3 grands potages. Lisez Molière, à l'époque de Louis XIV. Donc le potage, c'est encore quelque chose, on fait des potages, mais à l'époque, c'est plus tout à fait pareil. Mais il s'agit toujours d'une préparation qui est cuite dans un liquide. Et c'est le potage. Donc ce potage, qu'on peut probablement faire remonter au néolithique, c'est-à-dire à l'époque on a été capable de mettre un pot sur un feu, sans que le pot se détruise du fait de la chaleur. Eh bien,
on a là une base alimentaire extraordinaire. Donc on va faire cuire dans de l'eau et les jours de fête dans du vin, de l'eau agrémentée de vin, de vinaigre, etc. On va faire cuire dans un liquide, on va dire, des viandes, des légumes, des poissons, des aromates, des épices, que sais-je encore. Et c'est de là que l'on peut supposer que la cuisine était diversifiée, parce que si nous mettons sur la table, comme on fait les jours d'examen à l'école hôtelière, si je vous mets sur la table une dizaine de légumes différents, et puis des fruits, et puis de la viande, et puis du poisson, et je vous dis, allez-y. Allez-y, vous avez un fourneau, vous avez une table, des couteaux, vous avez des produits. Je vous demande simplement, c'est ce qu'on fait les jours d'examen pour le baccalauréat professionnel, je vous demande simplement d'appliquer telle et telle technique. Allez-y. C'est comme ça que se passe l'examen. Parce qu'on veut juger de la créativité du candidat. On a parfois des surprises douloureuses, mais enfin bon. Bien. Eh bien, vous allez... Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à partir de ça, que vous soyez cuisinier talentueux ou apprenti ou simple cuisinier amateur, eh bien vous allez faire des choix. Et il va en résulter des préparations, plus ou moins bonnes sans doute, mais certainement très variées, très diversifiées. La diversité arrive à ce niveau-là. Et l'art de la combinatoire, comment peut-on décrire? Qu'est-ce que la cuisine? Pour moi, qu'est-ce que la cuisine? Je vous l'ai sûrement déjà dit. La cuisine, c'est l'art de combiner les aliments. Ni plus ni moins. C'est l'art de prendre tout un tas d'aliments différents et de les combiner de façon la plus harmonieuse possible pour avoir un résultat agréable à manger. Voilà. On est parfois surpris de constater, bon, la pâtisserie, c'est pareil. Regardez les recettes de pâtisserie. Vous allez trouver des œufs, de la farine, du beurre, du sucre, parfois du lait. On va arriver à lister 7 ou 8 ingrédients. Et avec ça, si vous mettez devant vous l'extraordinaire variété des produits que l'on arrive à faire, vous allez dire, mais c'est pas possible. Et oui, c'est possible. Qu'est-ce qui a changé? Deux choses, les proportions et les techniques. C'est l'art de la combinaison. Moi, je pense que les Celtes avaient l'art de la combinaison, sans aucun doute. En tous les cas, ils savaient faire des chaudrons. Ça, c'est certain. Et de fort beaux. Donc, ce potage, eh bien, ce potage, on n'a pas fini avec lui, on n'a pas fini d'en parler. Et aujourd'hui, l'archétype du potage que nous consommons encore, c'est le pot-au-feu. C'est le pot-au-feu. On pourrait presque dire la blanquette. Mais la blanquette, nous récupérons le jus, on le lie, on l'épaissit, et avec ce jus, on fait une sauce. Pour trouver cette technique-là, il faudra aller carrément à la fin du XVIIe. Carrément. Donc, vous voyez, entre la cuisson dans un liquide qui donne un jus très savoureux et la sauce de la blanquette, on va encore attendre plus de 1500 ans. Je vous ai souvent parlé du site de Bibracte. Si vous y allez, vous pourrez voir ceci, qui est la reconstitution très bien faite. Là, c'est juste une partie de l'image. La reconstitution d'un intérieur gaulois. Alors, ce qui est assez intéressant, vous voyez qu'il y a excusez-moi. Il n'y a pas de cheminée. Il n'y a pas de cheminée. Il y a un foyer au sol et une crémaillère. Alors ça, c'est intéressant. Parce que la crémaillère, c'est l'équivalent du bouton du gaz. On est bien d'accord. Dans la mesure où vous pouvez mettre plus ou moins près du feu, et on peut également se mettre un petit peu sur le côté du feu. La crémaillère elle-même, elle est montée sur un bras oscillant, un bras pivotant plutôt, qui permet d'éloigner légèrement le chaudron, autrement dit de faire mijoter. On peut faire bouillir à grand feu ou faire mijoter. Là aussi, on entre déjà dans la technique culinaire. Voilà. Et ces crémaillères, on les a retrouvées. Si elle est là, c'est qu'on en a retrouvé sur le site archéologique. Voilà. Et le chaudron. Voilà. Donc, sur le côté, vous voyez des pots qui sont posés sur la braise. Bon, un peu plus tard, nous verrons un peu plus tard, longtemps après, nous verrons apparaître le potager. Le potager qui est une sorte de tablier en briques sur laquelle on met de la braise et sur laquelle on pose les récipients pour obtenir des cuissons à feu doux. Tout autour, alors un tonneau gaulois. Le tonneau gaulois ne ressemble absolument pas au tonneau actuel. Il ressemble plutôt à une sorte de baquet, on va dire, à ceci près qu'il peut être fermé hermétiquement. Et ces tonneaux gaulois, qui sont faits avec beaucoup de savoir-faire, n'ont pas été inventés en Gaule. C'est un produit de l'artisanat celte. On a la quasi-certitude aujourd'hui qu'ils ont été inventés par le peuple celte qui habitait dans le Tyrol, les Rètes. Et ce qui est curieux, c'est que les Rètes ne cultivaient pas la vigne. Donc on sait aujourd'hui que les premiers tonneaux ont été... Après, la technique s'est répandue, bien sûr, dans tout le monde celte.
mais ils n'ont pas été faits pour conserver le vin. Par contre, on s'est rendu compte par la suite que le vin s'améliore énormément quand il est conservé dans des tonneaux, en chêne notamment. Pourquoi? Parce que le chêne va apporter dans le vin des tanins, le chêne est riche en tanins, il va apporter des tanins, et que les tanins permettent de garantir le vin d'une grande partie des maladies dont il souffre et des causes qui vont le faire qui va se corrompre. Voilà, donc on voit également, alors vous voyez des jambons, vous voyez des morceaux de gibier, la batterie de cuisine, un métier à tisser sur le côté, voilà, et un sol qui est en terre battue compactée, un habitat en bois. Les Gaulois construisaient en bois, à l'exception des remparts, bien évidemment, pierre et bois. Et les Romains se sont rendus compte qu'il était pratiquement impossible de les détruire, du fait qu'il y avait des bois enchevêtrés. Je ne sais pas si vous avez regardé, il y a quelques mois de ça, un très beau documentaire sur la Cinque, sur la civilisation gauloise, et notamment très développé sur l'art de construire les remparts. Ils construisaient leurs remparts avec une couche de pierre, ensuite il y avait des poteaux en bois, en chêne, mis à environ 50 cm les uns des autres, ensuite une couche de pierre, après on croisait les poteaux. On le voit très bien à Bibracte. Et tout ça, vous pouvez y aller avec l'artillerie, les mangonneaux et autres, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Ça donne une élasticité qui fait que ça absorbe les chocs, ça ne bouge pas. Et donc les Romains étaient très, très étonnés de ne pas arriver avec leurs pierriers, leurs mangonneaux, à démonter les remparts des Gaulois. Voilà. Donc c'était des gens assez, assez ingénieux. Quelques mots sur le pain. Alors le pain est attesté par beaucoup d'auteurs, donc ce n'est pas étonnant dans la mesure où on sait qu'ils cultivaient les céréales avec beaucoup d'efficacité, ils avaient même inventé un appareil pour moissonner, donc le pain, et ce que l'on sait également, c'est qu'ils faisaient fermenter le pain. Et ça c'est quelque chose d'intéressant parce que entre le pain azime, le pain qui est fait de farine et d'eau et que l'on cuit en galette, l'équivalent un peu si vous voulez du pain pita que vous mangez en Turquie, que l'on fait, vous avez peut-être vu, on le fait, il gonfle artificiellement parce qu'on met deux couches l'une sur l'autre et donc la chaleur du four permet de le faire dilater, mais en fait c'est creux, il n'y a rien dedans et c'est croustillant. Mais par contre le pain comme nous l'aimons, c'est-à-dire le pain qui est levé, qui est fermenté, cette technique-là était très très bien maîtrisée par les Gaulois. Alors, un mot sur la technique de panification, rapidement, si vous voulez faire du pain, vous avez besoin de ce qu'on appelle en boulangerie une farine assez forte. Qu'est-ce qu'une farine forte pour un boulanger? C'est une farine dont le taux de gluten est suffisamment important pour que la pâte s'élastifie lorsqu'on la travaille. Parce que comment la pâte devient-elle élastique quand on la travaille à la main ou à la machine? C'est grâce au gluten. Si vous prenez de l'amidon pur, de la maïzena, vous mettez de l'eau et du sel et vous travaillez ça, vous pouvez travailler ça jusqu'au jour du jugement dernier, vous n'aurez aucune élasticité. Vous prenez de la farine qui, elle, contient du gluten, vous mettez de l'eau, vous le travaillez, encore mieux si vous mettez un peu de sel dedans, et là vous allez obtenir une pâte élastique. Si la pâte est élastique, elle pourra retenir le gaz carbonique qui va se produire lors de la fermentation. Donc elle va dilater, elle va gonfler. Et ce gaz carbonique va, lui, à nouveau gonfler lors de la cuisson par dilatation. Donc, la première pousse du pain se fait par la présence du gaz carbonique que la levure produit, le levure ou le levain, peu importe, et la deuxième dilatation se fait dans le four. Le gaz carbonique lui-même va encore augmenter de volume, simplement par un phénomène physique dû à la chaleur. Voilà. Donc, tout ça, les Gaulois le maîtrisaient très bien. Donc, ils savaient obtenir des blés de force, d'où une sélection des grains, et ensuite, ils étaient capables de moudre la farine correctement et au passage également de stocker le grain. Parce que stocker le grain, ce n'est pas si facile que ça. Pour qu'il ne moisisse pas, pour que les rongeurs ne vous le mangent pas, etc. Vous avez ici, non pas une reproduction, mais une meule à grains qui a été trouvée à Bibracte sur le site archéologique. Donc vous voyez là, c'est une meule à grains qui permet de moudre pas grand-chose à la fois. Vous voyez qu'elle est creuse. On met le grain au-dessus, et c'est un petit peu le même type de meule que celui qu'on trouvait chez les Romains. Il y a une sorte, au milieu, il y a une sorte de cône,
et sur lequel s'emboîte un cône. Il y a un cône en positif, un cône en négatif, et le grain est mis entre les deux, et on tourne à la main. Ça devait être assez fatigant, mais enfin bon. Voilà, à l'époque tout se faisait à la main. Alors le fameux banquet d'Astérix, eh bien ça c'est pas un mythe. C'est pas un mythe le banquet d'Astérix, parce que effectivement, les Gaulois étaient très, comment dirais-je, non pas très friands, le terme n'est pas juste, mais ils aimaient beaucoup se réunir à table. Et tout était prétexte ou presque à banquet. Les fêtes familiales, aujourd'hui aussi, me direz-vous, les fêtes familiales, et puis alors toutes les occasions sociales. C'est-à-dire quand il y avait un accord qui était passé entre deux chefs de tribu, entre deux familles, peu importe, tout se scellait à table. Et ça participe de l'idée que quand on partage la nourriture avec quelqu'un, on ne partage pas que la nourriture, on partage aussi une communion de pensée qui s'installe. Cette idée-là va être, comment dirais-je, très féconde. Je ne suis pas venu faire un cours de catéchisme, mais la religion catholique, quand même, trouve un de ses fondements dans la scène. Le repas, le dernier repas que fait le Christ avec ses apôtres. On partage la nourriture. Il y a une signification très forte. Mais cette signification, quasiment métaphysique de la nourriture, ne remonte pas à la religion chrétienne. On la trouve bien avant, puisque le banquet des Celtes, beaucoup d'auteurs en parlent. Et alors, d'ailleurs, ils ne se privent pas, ces auteurs latins et grecs, de dire que c'est aussi une occasion de s'étriper. Et que les banquets servent certes à sceller les accords, mais il arrive aussi assez fréquemment que l'on y convie les ennemis, ceux dont on veut se débarrasser, on les fait boire beaucoup, il est d'autant plus facile de les trucider, parce qu'ils se méfient d'autant moins que, voilà, donc ça fait également partie un petit peu, si vous voulez, de cette règle du jeu. Maintenant, en tout cas, non. Astérix et ses amis, eux, quand ils font un banquet, ils ne se trucident pas, ils font communion tous ensemble. Alors, les tonneaux gaulois, un mot sur ces tonneaux gaulois, dont vous avez ici un vestige qui a traversé les époques. Alors, on voit très bien qu'il a une forme de baquet, qui va se rétrécissant vers le haut. La partie haute a été perdue, mais on sait aujourd'hui qu'il y avait un bouchon, si vous voulez, un bouchon qui permettait de fermer de façon étanche, puisque c'était évidemment destiné à soit conserver des produits, soit les transporter. Et on voit une bonde, en bas, la trace d'une bonde qui devait permettre d'installer un robinet pour utiliser le liquide qui était à l'intérieur. Voilà. Alors, ces tonneaux, donc, sont chef-d'œuvre de l'artisanat, parce que si un jour vous avez l'occasion, si vous allez dans le Bordelais ou en Bourgogne, vous pourrez assez facilement voir travailler des tonneliers. Les tonneliers sont des gens qui n'hésitent pas à vous laisser les regarder travailler. C'est absolument fascinant. C'est fascinant de voir fabriquer un tonneau. Déjà, vous avez la première étape qui consiste à tailler les douelles. Les douelles, c'est-à-dire les planches, et qui sont taillées à la main, sans gabarit. Or, vous savez que quand vous voyez une douelle de tonneau à plat, elle a une forme, comment dirais-je, une forme d'ellipse, hein, en quelque sorte, de manière à ce que, quand on va les assembler, on produise une étanchéité avec la forme complexe du tonneau qui est étroit en haut et en bas et ventru au milieu. Et donc c'est taillé à la main. Ensuite, on met cela, il les fixe dans le fond du tonneau, qui lui fait de planche juxtaposée, et on va ajouter petit à petit les cercles de métal après les avoir fait chauffer. Donc en les faisant chauffer, ils se dilatent, ce qui permet de les faire monter, et puis on les arrose pour provoquer la rétraction du métal qui va lui-même serrer les planches. C'est absolument extraordinaire de voir fabriquer un tonneau et la rapidité avec laquelle un tonneau peut être fait en quelques, pas dire quelques minutes, il faut plus que ça, mais c'est vraiment très très étonnant. Et ce métier de tonnelier est un des métiers artisanaux qui ont sans doute le moins évolué depuis cette époque-là. Alors,
une vue d'artiste qui montre une galère sur le Rhône qui est chargée d'un grand nombre de tonneaux. Et cette vue, c'est une photo que j'ai prise au musée du vin, le musée de la vigne et du vin, qui est lui-même situé dans le château de Suze-la-Rousse. À Suze-la-Rousse, dans la Vaucluse, vous avez le château de Suze-la-Rousse contient le musée de la viticulture et de la tonnellerie. Et cette liste, c'est là que j'ai fait la photo. J'aurais dû le marquer. Alors, un mot maintenant sur la prétendue ivrognerie des Gaulois. Je dis prétendue ivrognerie. Voilà. Alors, on trouve dans les écrits de Jules César, en beaucoup d'occasions, le fait que les Gaulois sont des ivrognes. Posidonios également fait mention de l'ivrognerie des Gaulois. Autrement dit, on pourrait supposer, puisque c'est les seuls textes dont on dispose, que ces gens-là vraiment étaient très intempérants. Moi je pense que c'est pas vrai. S'ils étaient ivrognes, en tout cas, c'était pas avec le vin. Ça c'est clair, parce que le vin coûtait tellement cher. La Gaule était très peuplée, les Gaulois étaient très nombreux, les Celtes de Gaule étaient très nombreux. Bon, ils étaient très nombreux, et le vin, il fallait l'importer d'Italie et le payer très cher. Je ne pense pas qu'il était suffisant en quantité pour assurer l'ivrognerie, pour permettre l'ivrognerie de toute une population. D'ailleurs, il y avait la cervoise, mais la cervoise, ça titre très peu. La cervoise, comme il la faisait, elle devait être très 3 ou 4 degrés, pas plus. Voilà. Donc, par contre, pourquoi les... alors bon, Jules César, il est bien gentil, si vous voulez, mais enfin, la guerre des Gaules, les commentaires, c'est quelque chose qui est surtout fait pour qu'il se mette lui-même en valeur. Hein, voilà. Donc, il se met en valeur, et puis en même temps, il dénigre l'adversaire. C'est de bonne guerre, on va dire. Mais la question de l'ivrognerie des Gaulois, ça, c'est quelque chose qui est très certainement faux. Très certainement. Bon. Alors, par contre, quand la culture de la vigne s'est développée en Gaule, effectivement, là, le vin est devenu abondant. Dans toute la Narbonnaise, comme aujourd'hui, dans toute la vallée du Rhône, et dès le IIe siècle, on implante le vignoble dans le Bordelais, après de grandes campagnes de défrichement d'ailleurs. Voilà. Donc là, le vin devait être beaucoup plus abondant. Mais à cette époque-là, 2e, 3e siècle, ils sont plus gaulois, ils sont gallo-romains. Hein. Bien. J'en ai terminé avec les Gaulois, et vous avez peut-être, avant que je commence le chapitre suivant, vous avez peut-être des questions à poser. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé de potage et de soupe. Oui, exact. Merci. Oui. Quelle est la différence? Alors. Bon, la soupe. La soupe, c'est ce que l'on obtient quand on a mis une grande tranche de pain au fond d'une écuelle et que l'on a mis le potage par-dessus. Ne perdons pas de vue que l'alimentation de la plupart des gens, à cette époque-là et par la suite également, l'alimentation quotidienne, on ne parle pas des jours de fête. L'alimentation quotidienne, c'est ce potage et le pain. On sait aujourd'hui que l'homme du Moyen-Âge mange environ 1 kilo de pain par jour, quand il peut, sauf en période de famine et autres. Environ 1 kilo de pain, c'est une moyenne, et certains en mangent 2. Mais ils ne mangent pratiquement que ça. C'est l'essentiel de leur alimentation. Et le pain de ces gens-là n'a pas grand-chose à voir avec la baguette que nous achetons chez le boulanger. Si vous voulez manger du pain, vous faites comme moi. Vous allez chercher de la farine T80 ou T110, un endroit où on fait de la bonne farine. Je pourrais vous donner des adresses si vous voulez. Et puis, à partir de ça, vous faites du levain, vous faites du pain au levain. Et là, vous allez avoir un pain qui a une valeur alimentaire très importante, qui vous rassasie très bien, qui ne vous rend pas malade du tout, parce qu'il a été pétri au levain, etc. C'est le pain de ces gens-là. Le pain de ces gens-là, il est fait avec de la farine entière. La preuve, c'est que le pain blanc est réservé aux riches, ou aux grandes occasions.
les grandes occasions, on va se payer du pain blanc, parce que c'est le pain des riches. Mais les gens du commun mangent, voilà. Donc, d'où vient le terme de tremper la soupe? On dit on trempe la soupe. Eh bien, on trempe la soupe parce qu'on met du pain dans l'assiette. Moi, je vous avoue, c'est ce que je fais. Moi, très souvent, pour moi, le dîner, c'est un potage avec du pain. Je n'ai besoin de rien d'autre le soir. Sauf quand je vais au-delà de ma norme et que j'en paie les conséquences. C'est ce que je veux dire. Voilà. Donc, la soupe, c'est quelque chose de très culturel. Parce que, d'où vient le terme porter un toast? On va porter un toast à celui qui a eu la Légion d'honneur. Et la Légion d'honneur, on porte un toast. Je bois, on fait un petit discours, et puis aujourd'hui, on lève le verre et on boit un coup. Mais porter un toast, c'est pas ça du tout à l'origine. Ça vient du français médiéval, la toastée, T-O-S-T-E-E. Et la toastée, c'est un petit morceau de pain que l'on met au fond du calice dans lequel on boit, du hanap, je ne sais pas moi. Bon. On met un petit morceau de pain. Et on remplit de vin. On fait circuler la coupe auprès de tous les convives. Et le dernier qui boit, c'est celui qu'on veut honorer, et il mangera le morceau de pain qui est au fond. Et c'est une manière de communier par la pensée avec tous les gens qui ont porté leurs lèvres sur la coupe. C'est de là que vient le terme « porter un toast ». Ça n'a rien de britannique. Pardon pour les anglophones s'il y en a parmi vous. Ça n'a rien de britannique. Ça vient du français médiéval, la toastée. Et on retrouve cette idée de mettre du pain au fond d'un liquide. Et entre la soupe, qui est l'aliment quotidien, et le fait de mettre du pain au fond d'un gobelet de vin, et de le partager, il y a de nouveau la même idée, parce que le pain, symboliquement, c'est l'aliment avec un grand A. Le pain, c'est la vie. Pendant des siècles et des siècles, pour nous, le pain... Mais vous savez, encore un peu, parce que le pain est peut-être aujourd'hui le seul produit dont le prix soit réglementé. Le prix du pain est réglementé dans chaque département. Parlez-en à votre boulanger. Les boulangers sont tenus de produire un certain nombre de pains dont le poids est en général de 400 grammes. Mais ça peut changer d'un département à l'autre. Mais dans la plupart des départements français, c'est 400 grammes. Ils sont tenus de produire un certain nombre de pains tous les jours, alors ils ne le font pas tous, et de le vendre à un prix qui est fixé par l'autorité préfectorale. C'est, à ma connaissance, le seul produit dont on peut dire qu'il est vendu à la taxe. C'est-à-dire le prix est fixé par un règlement administratif. Il n'y en a pas d'autre. Que je sache. Pour le reste, les prix sont libres. Pourquoi? Parce qu'on estime encore quelque part dans un petit coin de nos têtes que le pain est un produit de première nécessité. Pour quelle autre raison sinon? Vous savez, les boulangers, ils ne sont pas tellement intéressés par faire des pains à la taxe. Ils appellent ça le pain à la taxe, les boulangers, hein, comme ils disent. Ils préfèrent vous faire des pains fantaisie qui vendent au prix qu'ils veulent. Et puis les gens sont libres d'acheter ou de ne pas acheter, bien évidemment. Évidemment. Mais si vous avez 5 enfants à table ou plus, ou des ados et autres, le pain au prix qui vous en mange 3 par repas, ma foi. Mais en même temps, le pain, c'est quelque chose de très français peut-être, ou occidental. Oui. Si on compare avec la population mondiale, oui. Combien de milliards mangent du pain? Très peu. Je l'ignore et je pense que vous avez raison. Cela dit, les pays, effectivement, je pense que on trouve le pain en France, c'est une institution. C'est également le cas en Allemagne et en Autriche, dans les pays de langue allemande, c'est également le cas. Ils ne mangent pas le même pain que nous, mais il y a une diversité. D'abord, il y a beaucoup de boulangeries. Les Bäckereien en Allemagne, il y en a énormément. Et ils ont une diversité de fabrication beaucoup plus importante que nous. Beaucoup plus importante, si vous voulez. Ils vont jusqu'à faire ce qu'on appelle le pumpernickel. Connaissez-vous le pumpernickel?
c'est fait avec non pas de la farine, mais du seigle à moitié broyé, du seigle pur, à moitié broyé, que l'on mélange avec de l'eau et du sel, et que l'on cuit en pavé. Ça vous donne des tranches, alors on appelle ça le pain noir chez nous. C'est très acide, parce qu'on ajoute un levain dedans, c'est très acide, ça a le goût du seigle, c'est tout noir, c'est marron très foncé, c'est très gluant, et ils mangent ça, eux, avec les poissons fumés, notamment les rans et autres. Ils s'en régalent. Moi j'aime beaucoup ça, je vais vous dire. Et pourquoi ça s'appelle le pumpernickel? Ça c'est intéressant. Pourquoi ça s'appelle le pumpernickel? Eh bien ça vient d'Alsace. Eux donnent notre nom, hein, mais ce mot de pumpernickel, on le trouve en Alsace, parce que ça viendrait à l'époque où les armées napoléoniennes ont envahi, les soldats de Napoléon, évidemment, voulaient manger du pain, bien sûr. Et ils allaient dans les bäckereis, les boulangeries, et ils avaient cela. Et un soldat aurait dit, quand on leur aurait vendu ça pour du pain, il aurait dit, mais ça c'est bon pour Nickel. Nickel, c'était son cheval. Ça c'est bon pour Nickel. Et ça serait l'origine du mot pumpernickel, que vous trouverez dans le dictionnaire de langue allemande. Hein. Voilà, pumpernickel. Bon, vous avez cela, et puis vous avez de la brioche ultra fine, qui est faite avec une farine type 45, pain au lait, en quelque sorte, avec ou sans œufs, ultra fine, plus ou moins sucrée. Et vous avez une variété extraordinaire. De la même manière que vous allez trouver une variété extraordinaire de charcuterie quand vous allez dans les magasins. Voilà. Bon, après vous allez en Espagne. En Espagne, vous trouvez du pain également. Alors, il n'est pas notre goût, c'est vrai, mais vous n'avez pas un village, si petit soit-il, sans une boulangerie. En Italie, on mange du pain également. Alors, on mange du pain, on vous met des graissins sur la table. Le graissin, c'est du pain. Du pain très sec, en bâtonnet, j'en conviens, mais c'est du pain. On vous met ça sur la table, vous grignotez ça en attendant, etc., etc. Alors, en Angleterre, le pain, c'est très spécial. Bon, mais tout est spécial en Angleterre. Tout est spécial. Pour nous, bien sûr, parce qu'ils pensent que c'est le contraire. Voilà. Mais on mange également du pain. En Amérique du Nord, on mange du pain. C'est souvent du pain de mie, c'est le pain des hamburgers, mais on mange du pain, ils en mangent même beaucoup, si vous voulez. Bon, donc le pain, je crois que dans la culture occidentale, c'est présent partout avec les variations que l'on va trouver d'un pays à l'autre. Moi, je suis allé en Hongrie à plusieurs occasions, je peux vous dire qu'on mange du pain en Hongrie, on le mange même pas mal. Il n'est pas mauvais du tout. Voilà, l'Europe centrale. En Afrique du Nord. En Afrique du Nord, oui. Oui, bien sûr. Et en Turquie, bon, alors en Turquie, vous servez ce pain pita, qui est considéré un peu comme une friandise en quelque sorte. Hein. Mais je pense que quand même c'est une constante dans nos... Alors après, c'est vrai qu'en Chine, on mange du pain, mais on le cuit à la vapeur. Eh oui, ils font du pain, notamment en Chine du Nord, hein, pas dans le cantonais. Hein. En Chine du Nord, à Pékin, on va vous servir des petits pains qui sont faits avec de la farine blanche et qui est cuite sur des paniers en osier à la vapeur. Alors évidemment, il est tout blanc, il est assez gluant, c'est pas mauvais, il est fermenté, il n'est pas mauvais, mais ils en mangent. En Inde aussi. Oui. En Inde, j'y suis jamais allé, alors je ne sais pas, je ne connais pas. Oui. Les galettes, c'est ça, d'accord. Je crois que les céréales font partie de notre alimentation. Avez-vous déjà entendu parler du riz sauvage? Le riz sauvage, vous en mangez parfois. Vous pouvez acheter du riz sauvage dans les magasins. Alors c'est un mélange de riz long grain et de riz sauvage. Alors riz sauvage, on dirait des crottes de rat. Parce qu'il est coupé. Mais les graines de riz sauvage, c'est long comme ça. 10 cm. Bien. Alors il est coupé en petits tronçons et on le mélange à hauteur d'à peu près 10% avec du riz long grain et c'est vendu très cher. Alors des fois dans les restaurants chics, vous allez avoir le riz sauvage en garniture de ci, de ça. Bon, effectivement c'est le riz sauvage. D'où ça vient? Eh bien ça vient d'Amérique du Nord. Et qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est du riz? Oui et non. Sur les grands lacs américains, du nord des États-Unis, frontalier avec le Canada, ce riz sauvage, qui est une céréale, poussait à l'état sauvage. Et les Indiens avaient l'habitude de le récolter. Alors ça poussait évidemment pas dans la grande profondeur, sur les bordures, sur les berges. Une céréale qui allait pied dans l'eau, autrement dit. À ce titre-là, on l'a qualifié de riz. Et les Indiens passaient avec leur canoë et ils brassaient et ils secouaient quand c'était mûr pour faire tomber au fond du canoë et ils le consommaient. C'est une céréale. C'est une céréale. C'est en réalité beaucoup plus proche du blé que du riz. Alors on l'appelle riz sauvage, il faut bien donner un nom. Mais ce n'est pas du riz dans la réalité, c'est une variété de blé. Vous voyez ? Et ils en consommaient même pas mal.
parce qu'ils avaient sans doute remarqué que la valeur alimentaire était bonne, que c'est nourrissant, etc. Probablement. Donc je pense que cette consommation des céréales, elle est très transversale. Dans tous les pays en tout cas où, maintenant on sait bien que les céréales elles viennent de croissants fertiles. C'est clair que le blé, on sait d'où il vient de Mésopotamie, il vient de croissants fertiles. Tout vient de là, la vigne aussi du reste. Alors, bon, il y a d'autres questions peut-être. Oui ? Tout à l'heure, en parlant du fumage, il fallait que ça soit salé avant, ça avait l'air évident, mais pourquoi il faut que ça soit salé ? Eh bien, oui, alors je vais vous dire pourquoi. Parce que là on va faire un petit peu de technologie de physico-chimie. Comment conserver un produit riche en protéines ? Le conserver à l'air libre et à température ambiante. Si vous essayez avec un morceau de viande, la conservation elle dure quelques heures. Puis ça va se dégrader par des réactions physico-chimiques dans un premier temps, bactériennes également. Bon. Donc, pour conserver un produit protéique, un produit protéiné, une viande, un poisson, il faut commencer par en enlever une bonne partie de l'humidité. La viande contient à peu près 80% d'eau, le poisson également. 80-83% d'eau. Si vous ne retirez pas suffisamment d'eau du produit, vous ne pouvez absolument pas le conserver à température ambiante. Il y a, dans l'industrie agroalimentaire, il y a une constante qu'on appelle l'AW, petit a, grand W. C'est de l'anglais Available Water. Available Water, autrement dit, eau disponible. Il faut que l'AW d'un produit descende en dessous de 40% pour qu'on puisse penser le conserver. Bien. Eau disponible pour qui ? Pour les bactéries. Les bactéries ont besoin d'eau. Si les bactéries n'ont pas assez d'eau, elles ne pourront pas se développer. Même si elles sont présentes au départ, elles ne pourront pas se développer. Or, le fait qu'il y en ait quelques-unes n'est pas gênant. C'est le fait qu'elles se développent qui va corrompre le produit. Donc il faut faire diminuer, les hommes préhistoriques avaient remarqué qu'en faisant diminuer le fameux AW des ingénieurs de l'agroalimentaire, eh bien, ils pourraient conserver leurs produits. Comment diminuer l'eau présente dans un produit ? Il y a plusieurs façons. Vous pouvez, comme je le fais à la saison, quand j'ai trop de tomates, je les mets sur mon sérificateur solaire et je fais des tomates séchées. Bien. Si vous salez des tomates sur une assiette, ou un morceau de viande, qu'est-ce que vous observez au bout de très peu de temps ? Ça perd de l'eau. Pourquoi ? Eh bien parce que le sel, on dit, les cuisiniers, les vieux cuisiniers qui m'ont appris à travailler, disaient le sel fait sortir l'eau des produits. Les physiciens appellent ça un phénomène d'osmose. Question de pression osmotique. Donc, à partir du moment où vous salez un produit, l'eau qui est contenue dans le produit va avoir tendance à quitter les cellules végétale ou animale, de manière à ce que la pression osmotique du sel, du chlorure de sodium, dans les cellules, à l'extérieur des cellules, devienne la même. Donc on va enlever de l'eau. Des fois vous mangez du jambon trop salé. Vous dites il n'est pas bon, il est trop salé ce jambon. Ben, parce que la viande de porc avec laquelle il a été fait était trop riche en eau. Viande de porc de basse qualité. Viande forcée. Beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, beaucoup de sel. C'est clair. Si vous salez un jambon d'un cochon qui a été élevé en liberté, comme je le faisais avec mon grand-père quand j'étais gamin, et on frottait à la main, 8 jours, matin et soir. Frottait à la main, on mettait le jambon dans le sel, on le reprenait, on refrottait à la main. J'en avais marre. Bon, mais on faisait des jambons extraordinaires, qui eux n'étaient pas trop salés, croyez-moi, et qui se gardaient parfaitement bien. Donc, on sale le produit, on lui fait perdre de l'eau, ensuite on le met à sécher. Il va se corrompre parce que la quantité d'eau résiduelle qu'il contient n'est pas suffisante pour que les bactéries puissent se développer à l'intérieur. Et ensuite on va le fumer. Pourquoi on le fume ? On le fume parce que tout simplement on l'accroche au plafond et qu'il y a de la fumée dans la maison. Tout simplement. Ou alors on va l'accrocher là où on a de la place. On a une immense cheminée, on l'accroche tout autour. Et la créosote qui se vaporise lors de la combustion du bois va se déposer sur le produit et va le parfumer. Et on observe que ça en améliore la conservation. Le fumage vient de là.
Alors ensuite, on va l'industrialiser. On va fumer en plein air, comme vous avez sans doute vu faire sur des images ou peut-être même de visu dans les pays scandinaves. On fait des sortes de tipis en bois, on suspend les saumons, jamais au-dessus de la flamme évidemment, le produit s'abîmerait, toujours sur le côté, mais là où la fumée vient. Vous savez, moi je travaillais dans un restaurant à Paris, la Maison du Danemark, on faisait fumer les filets de saumon, on faisait fumer les noisettes d'agneau, et tout avait été saumuré au préalable. Il y avait 3 bacs à saumure dans un grand frigo, on faisait des noisettes d'agneau désossées, on les ficelait, on mettait des fines herbes, des aromates, des épices, on les ficelait pour faire on les saumurait pendant 5 heures, les noisettes d'agneau, 5 heures juste, hein, et les saumons enfilés la nuit. Et ensuite on les mettait dans un fumoir. C'est une armoire une armoire en métal qui est noire comme l'âme du diable, et vous avez un tiroir dessous, dans lequel vous mettez de la sciure de hêtre qui va faire combustion lente en faisant une fumée très épaisse. Vous accrochez vos produits dans cette armoire le temps nécessaire et c'est tout. Et ces noisettes d'agneau, elles étaient ensuite suspendues dans le garde-manger en bas où il faisait frais et on les tranchait à la machine pour les mettre sur la table danoise, le buffet des produits danois. Ça avait un succès fou et on vendait ça très très cher. C'était effectivement très bon. Voilà. Moi, pendant longtemps, j'en ai refait chez moi des noisettes d'agneau comme ça. Enfin bon, après, quand je mettais le chaudron à fumer dans la maison, il fallait que ma femme ne soit pas là parce que, bon, j'ai fini par arrêter. Voilà. J'ai répondu à ta question, Denis. Oui. D'autres questions, peut-être? Non. Bon, je ne sais pas, il me reste le temps de... Oui. On va... Alors là, on a un petit chapitre maintenant. Je vais vous proposer un petit chapitre que j'ai appelé... Oula, pardon. Voilà que je fais des bêtises. Non, c'est pas là, c'est là. Voilà, un petit chapitre qui va faire transition avec l'époque médiévale. Parce que quand j'ai préparé ces textes, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas passer d'un seul coup, c'était pas possible, du moins de façon cohérente, de passer d'un seul coup de cette époque de la Gaule romaine à l'époque médiévale. Ça posait des problèmes de transition. Alors j'ai fait un petit chapitre qui est pas très... Ah, ça marche. Un petit chapitre qui n'est pas très très important, qui ne prendra pas très longtemps, mais qui va notamment permettre de comprendre la transition entre cette époque gauloise, puis il y a eu après l'époque gallo-romaine, et le Moyen-Âge. Alors le Moyen-Âge, il commence quand? Ça dépend des historiens. La plupart le font commencer lors de la prise de Constantinople par les musulmans. Autrement dit, l'effondrement de l'Empire chrétien d'Orient. Bon, d'autres ont d'autres dates, peu importe, la date de fin c'est pareil. Pour certains c'est 1492, le moment où Christophe Colomb a fait semblant de découvrir l'Amérique, mais bon, peu importe. En fait, ce qui est certain, c'est que c'est une période très longue qui dure environ 10 siècles, une dizaine de siècles, peut-être même 11 siècles, et dans laquelle il se passe plein de choses, mais on en a fait une période cohérente historique. Bon, pour faire la transition entre les deux, moi j'ai pensé que c'était intéressant d'aller chercher quelques éléments d'information qui auront des implications évidemment sur le propos, c'est-à-dire la manière dont on mange. Alors quelques mots déjà sur cette période qui a suivi la conquête des Gaules. Alors, il y a un historien, Ferdinand Lot, ce Ferdinand Lot, c'est un historien, je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou lu de ses écrits, c'est quelqu'un qui est extrêmement intéressant et qui est spécialisé dans l'histoire très ancienne, l'histoire des Gaulois, l'histoire de la Gaule gallo-romaine et du Haut Moyen-Âge. Et pour lui, je le cite, c'est la plus grande catastrophe de l'histoire de France. Mais vraiment, il développe largement, dans l'équivalent d'un ouvrage, il développe cette idée que c'est une véritable catastrophe, cette romanisation de la Gaule est une catastrophe, parce qu'il pense que si cette conquête n'avait pas eu lieu, eh bien, l'histoire se serait écrite de manière très très différente. Bon, c'est un point de vue d'historien, évidemment, on peut toujours faire l'histoire à l'envers. Mais voilà, alors, ce qu'on peut en retirer de très important, c'est que il y a
une différence majeure entre les deux civilisations. C'est que la civilisation celte, elle est rurale. Il y a très peu de villes. Très très peu. La plus grande ville de la Gaule, c'est Bibracte. Et Bibracte compte, d'après les archéologues, Bibracte compte environ 40 000 habitants. Et pour l'époque, 40 000 habitants, Bibracte est ici, en Bourgogne, donc c'est la capitale des Éduins. Voilà. Donc le site d'Alésia est un petit peu au-dessus, enfin le site officiel d'Alésia, parce que là, bon, certains, je ne dis pas que c'est mon cas, mais certains pensent qu'Alésia n'était pas du tout à Alise et Sainte-Reine en Bourgogne, mais à Chaux-des-Crotenay dans le Jura. Et pour penser cela, il s'appuie sur une lecture très attentive des écrits de César d'une part, parce que la description que César fait du site d'Alésia n'a pas grand-chose à voir avec Alise et Sainte-Reine en Bourgogne, alors que ça colle très bien avec Chaux-des-Crotenay, et puis également les vestiges. Les vestiges dans le Jura, à Chaux-des-Crotenay, il y a des vestiges extrêmement importants, et bon, enfin bon, on n'est pas là pour en parler, peu importe. Mais donc, cette ville de Bibracte, qui est la capitale des Éduins, que l'on peut considérer comme la ville la plus importante de Gaule, et de loin, et qui sera ruinée par la création d'Autun, Augusto Dunum, à 50 km de là, dans la plaine, à la convergence de deux voies romaines stratégiques, nord-sud et est-ouest, donc, et Autun, l'implantation d'Autun provoquera en quelques siècles la ruine de Bibracte. Voilà. Bon, donc on a l'idée reçue, si vous voulez, que les Romains ont apporté la paix en Gaule. C'est très contesté par les historiens, très contesté. En réalité, les Romains se sont surtout employés à diviser les tribus gauloises, parce que la conquête de Jules César, c'était très fragile. Il ne faut pas perdre de vue qu'ils étaient quand même, les légions romaines, pour aussi importantes qu'elles soient, ils étaient en infériorité numérique énorme. Et donc, pour rester en Gaule, s'y implanter, y faire leurs affaires, les Romains avaient besoin de diviser les tribus gaulaises. Alors ils ont très bien réussi. Ils ont très bien réussi. Ils ont commencé par diviser les tribus. Si vous voulez, ils ont donné à certaines régions, à certaines tribus, ils les ont déclarées libres. Ils ont dit, ben voilà, vous êtes libres, vous faites comme vous voulez, vous ne payez pas d'impôts, etc. Et puis leurs d'autres, par contre, ils leur ont donné le statut d'alliés de Rome. Les Arvernes, les Éduins et les Séquanes avaient le statut d'alliés, donc ils étaient exempts de l'impôt. Et puis tous les autres, ils étaient soumis à l'impôt. Et des impôts qui n'étaient pas petits. Donc, volonté de diviser. Et donc le pays est mis en coupe réglée. L'assiette de l'impôt s'appuie sur un recensement rigoureux des habitants. Les Romains sont de très très bons administrateurs. Donc on effectue un recensement très précis des habitants. Combien sont-ils? Leurs possessions, leurs propriétés, les terres exploitées, les quantités de blé produites et autres. Tout ça est couché par écrit et ça sert à faire payer l'impôt. Voilà. Donc ces dispositions administratives, si vous voulez, ça a permis également d'accélérer l'intégration des élites gauloises, parce que les Gaulois sont très divisés entre eux. Ils sont divisés entre tribus, ils sont aussi socialement très divisés. C'est-à-dire que les gens qui sont les gens du peuple, les gens qui n'ont pas grand-chose, n'aiment pas beaucoup les riches. Vous allez me dire, c'est pas nouveau. Pas de nouveau, hein. Ils n'aiment pas trop les riches. Donc les riches, eux, ils vont, comme évidemment les riches, ce qui les intéresse, c'est de garder leur richesse, bien sûr, évidemment. Alors, ça, on peut comprendre. Donc ils vont se mettre un petit peu au diapason romain. Ce seront les premiers à se romaniser. Et les premiers également à parler le latin. Parce que les Romains vont avoir un très gros problème. Il faut quand même savoir que plusieurs siècles après la conquête, on n'a toujours pas réussi à imposer l'usage du latin dans les légions romaines. Et il faut des interprètes. Parce que les légions romaines, elles sont faites de qui? Ben, pas de Romains. Hein. Elles sont faites de gens à qui on a appliqué la conscription obligatoire. On les a obligés à s'enrôler, enfin on les a enrôlés de force, on va dire. Et puis on leur a dit, ben voilà, au bout de, je crois que l'enrôlement, je crois que c'était 15 ans, il me semble. Je ne veux pas dire une sottise. Peut-être des gens parmi vous qui le savent mieux que moi, mais c'était très long. Et quand l'engagement était terminé, on se voyait délivrer un document qui s'appelait l'Honesta Missio,
Et cet honesta missio, c'était la preuve qu'on avait été démobilisé, et en même temps, on se voyait attribuer une terre. Plus ou moins grande en fonction du grade qu'on avait et des services qu'on avait rendus. Voilà. Bon, mais dans les légions romaines, on continuait à parler les dialectes, il fallait des interprètes, ça posait quand même des problèmes. Ils ont eu un mal fou, les Romains, à romaniser la Gaule. On parle de Gaule gallo-romaine parce que ce sont les vestiges qu'on en a. Quand on va à Nîmes et ailleurs, ah ben oui, bien sûr, c'est magnifique, ça a été fait au 3e, 4e siècle, c'est superbe. Dans la réalité des choses, les Gaulois ont beaucoup résisté. Ils n'étaient pas du tout d'accord pour être romanisés, mais absolument pas. Et ça, c'est très important pour nous parce que ils veulent garder leur mode de vie, ils veulent garder... C'est une réaction. On peut comparer cela avec ce qui s'est passé en France, quand les Allemands ont envahi la France en 1940. Il y avait des gens qui étaient d'accord, il y avait des gens qui collaboraient, il y avait des gens qui trouvaient que c'était très bien, une minorité sans doute, ils y trouvaient leur intérêt, et puis il y avait aussi d'autres qui résistaient au péril de Thésée, qui disaient rien, parce qu'ils n'avaient peut-être pas les moyens ou le courage de résister, et moralement parlant, ils ne se voyaient pas collaborer. Mais cette image est tout à fait comparable, tout à fait superposable à ce qui s'est passé après la conquête romaine. Alors, deux modes de vie. Alors, je mets surtout ne change rien, parce que l'immense majorité des gens ne veulent rien changer. Et ça, c'est tout à fait attesté par les historiens. Ils veulent rien changer, ils gardent leur langue, ils gardent leur façon de vivre, ils gardent leurs coutumes, ils gardent leurs croyances, ils gardent leur religion, ils veulent pas. Mais après, alors donc, deux images, deux vues d'artistes évidemment. D'un côté, les Gaulois ripailleurs avec le casque à cornes et autres. Bon, pardonnez-moi, hein, j'aurais peut-être pu trouver quelque chose de mieux. Mais bien. Et puis à côté de ça, ceux qui veulent vivre à la romaine. Voilà. Bon, on va dire les élites. J'aurais peut-être dû mettre des guillemets. Les élites politiques et sociales, les gens qui ont des biens, les gens qui ont de l'argent. Eux, ils voient tout à fait leur intérêt à pactiser avec les Romains et vivre comme eux. Il n'y a pas de problème, hein, c'est leur intérêt. Bon, peut-être pense-t-il aussi que c'est le sens de l'histoire, peut-être, je ne sais pas. Alors, encore un mot sur la consommation du vin. Je vous ai dit que la vigne allait se développer. Effectivement, cette carte est intéressante parce qu'elle montre, c'est censé représenter l'implantation de la vigne au début du IVe siècle, c'est-à-dire grosso modo avant le début des grandes invasions. Voilà. Donc ça va jusqu'à Lyon, la vallée du Rhône, en sachant que le vignoble de la vallée du Rhône, vous le connaissez peut-être comme moi, il est très étroit. À certains endroits, il fait quelques dizaines de mètres de large autour du fleuve, pas plus. En d'autres endroits, quelques kilomètres. Bon, on cultive la vigne sur de véritables falaises. Mais on y fait des vins de très grande qualité. Évidemment, toute la Narbonnaise, bien sûr, qui est plantée de vignes. Ce vignoble va, du fait sans doute de conditions climatiques favorables, bien au-delà de Toulouse, mais enfin bon, il reste encore le cas, et toute la partie correspondant à la Provincia, la Provence, elle a été plantée bien avant. Le Bordelais est planté lui aussi. On ne voit pas apparaître encore le vignoble bourguignon. Le vignoble bourguignon sera planté au début du 7e, au milieu du 7e siècle. Par qui, d'après vous? Par les moines, évidemment. Par les moines, on va en reparler. Des moines et de la viticulture. Évidemment, par les moines. Il ne faut pas que ça nous fasse sourire. On ne peut pas faire de liturgie catholique sans vin. C'est pas possible. On ne peut pas célébrer le culte sans avoir du vin, du vrai vin. Attention. Un ami de mes parents, un ami très cher de mes parents était prêtre, et un jour, j'étais gamin, j'ai entendu cette conversation, et il disait que quand le sacrifice de la messe est célébré avec autre chose que du vin, eh bien, théologiquement parlant, le sacrifice est nul. La cérémonie n'a aucune valeur. Aucune. Alors, quand on est athée, qu'on n'est pas religieux, on peut sourire. Mais pour les gens qui, eux, sont sincèrement religieux, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, bien évidemment. Voilà. Donc il faut que ce soit du vin, du vrai vin, issu uniquement de la vigne, qui a été fermenté correctement. Voilà. Donc les moines, là où il y a une abbaye, il y a forcément de la vigne. Ou il n'y en a pas loin. Et je vous montrerai bientôt des images de
la cuverie du Clos de Vougeot en Bourgogne, qui était l'exploitation viticole de l'abbaye de Cîteaux. À Cîteaux, ils ne risquaient pas de faire du vin. Oh, c'est pas loin, c'est 8 km. Mais Cîteaux est sur un marécage. Aujourd'hui, une forêt. Mais à l'époque, c'est un marécage. Bon, dans lequel la communauté a été établie par Bernard de Clairvaux, si vous voulez, parce qu'il fallait trouver l'endroit le plus pourri qu'on pouvait trouver, où la vie serait la plus dure possible, parce qu'il faisait ça en réaction, déjà à son époque, c'est au Xe siècle, il faisait ça en réaction avec une vie monastique qu'il jugeait indécente par le luxe et la facilité. Donc il a dit, moi je vais fonder un monastère, un nouvel ordre, mais ça sera l'endroit le plus pourri que je pourrais trouver. Ah, il ne pouvait pas trouver plus pourri. C'était un marécage infesté de moustiques, ils mouraient tous de la malaria, et d'ailleurs ça a bien failli foirer. Mais quand même, ils ont réussi. C'est devenu l'abbaye de Cîteaux, l'ordre de Cîteaux, bon, on n'en parle même plus, qui a été un des phares de l'Occident et du développement intellectuel de l'Occident. Ils avaient besoin de vin, ces gens-là, ils ne voulaient pas le faire à Cîteaux, c'était impossible. Donc, ils sont allés le faire. Sur la côte, ils sont allés vers l'ouest, et là ils ont trouvé la côte rocheuse, qu'on appelle aujourd'hui la Côte d'Or. Ils se sont installés là, ils ont planté la vigne, sur les coteaux calcaires exposés au sud-est, un endroit magnifique, aujourd'hui on fait des grands crus, et là on a installé la cuverie du Clos de Vougeot, dont je vous recommande la visite si vous allez en Bourgogne. Ne ratez pas ça. Vous y verrez des pressoirs construits au XIIe siècle, au début du XIIe siècle, et dont un des 4, des pressoirs monumentaux, qui permettaient de presser jusqu'à 3 tonnes de raisin d'un coup, et dont l'un des 4 fonctionne encore chaque année. Je vous montrerai une photo, c'est magnifique. Une cuverie, etc. Le Clos de Vougeot, c'est un des hauts lieux de la Bourgogne. Voilà. Donc ces 3 régions viticoles se développent dès le début du IIIe et vont avoir un développement très important du simple fait que les Gaulois adorent le vin. Il est temps que je me taise. Je vous remercie. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.